Je suis Juliette, 29 ans. Je me tiens dans le hall d'entrée de cette villa de banlieue chic que j'ai discrètement payée avec 10 ans de double service au restaurant. C'est le réveillon de Noël. La maison sent le sapin de luxe et je tiens dans mes bras des cadeaux que j'ai à peine les moyens d'offrir. Je me dirige vers la salle à manger, prête à prendre ma place habituelle. Mais ma chaise a disparu. À la place trône le sac à main de créateur de ma sœur. Chloé, quand je demande où je dois m'asseoir, ma mère ne lève même pas les yeux de son verre de vin, ne fait pas d'histoire. Lance-t-elle sèchement. Prends un tabouret dans la cuisine. De toute façon, tu n'es qu'un poids pour nous. Cette simple phrase n'a pas seulement brisé mon cœur. Elle m'a réveillée. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié pour avoir une chaise. J'ai fait demi-tour. Je suis sortie dans la neige et j'ai conduit directement chez la seule personne qui ne me mentirait jamais. Mais avant de vous dire ce que j'ai trouvé caché dans le grenier de ma grand-mère, un carnet noir qui prouvait qu'il n'était pas seulement méchant, mais criminel, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez ce soir. Je veux voir jusqu'où la vérité peut voyager. Je suis sortie dans la neige et la lourde porte en chêne s'est refermée derrière moi avec un déclic. C'était un bruit mat, luxueux, le genre de bruit qui dit « et ce qui est dehors n'a aucune importance ». Je suis restée un instant sur le perron, l'air glacial mordant mes joues, écoutant les rires étouffés et le tintement de l'argenterie venant de la salle à manger. Ils n'avaient même pas arrêté de manger. J'ai descendu la longue allée salée jusqu'à ma voiture. Mes bottes, crissant sur le verglas. La maison avait l'air magnifique vue d'ici. Les fenêtres brillaient de cette lumière ambrée et chaude qu'on voit dans les publicités de Noël. On aurait dit un foyer, mais je savais à quoi m'en tenir. C'était un showroom, et je n'étais que l'actionnaire silencieuse qui réglait la facture d'électricité. Je suis montée dans ma voiture et j'ai verrouillé la porte. Le siège en cuir était glacial. Je n'ai pas démarré tout de suite. Je suis restée là, dans le noir, agrippée au volant, fixant la maison. Mon esprit revenait sans cesse à cet espace vide à table. Ce n'était pas juste une histoire de chaise. C'était l'aboutissement d'une décennie d'effacement. Ce sac de luxe posé là où j'aurais dû être n'était pas un accident. C'était un symbole. Depuis des années, j'avais été lentement remplacée. Centimètre par centimètre sur les photos de famille. C'était toujours moi qui tenais l'appareil. Jamais celle qui était dans le cadre. Aux anniversaires, c'était moi qui coupais le gâteau et servais les invités. Jamais celle qui faisait un vœu. J'étais devenue un utilitaire pour eux. J'étais la plomberie dans les murs essentiels. Invisible. Et remarquée uniquement si je cessais de fonctionner. Chloé était l'œuvre d'art sur les murs. Là pour être admirée. J'étais là pour fonctionner. Et ce soir, ils avaient clairement fait comprendre que ma fonction n'était plus requise. Même si mon financement, Aloé, l'était toujours. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. L'écran semblait aveuglant dans l'obscurité de l'habitacle. J'ai ouvert mon application bancaire. Mon pouce connaissait les mouvements par cœur. J'ai navigué vers l'onglet des virements programmés. Il était là, tout en haut, in attente, 1 500 €, bénéficiaire. Maman, fréquence, mensuelle, prochaine échéance, 25 décembre. Minuit, depuis 10 ans. Ce virement avait été mon abonnement pour avoir une famille. Je m'étais convaincue que si je payais assez, si je résolvais assez de crises, si j'étais assez utile, il finirait par devoir m'aimer. J'achetais une place à une table qui n'existait pas. J'ai regardé les chiffres. 500 €. C'était mon loyer. C'était mes courses. C'était mon avenir. Siphonner tous les 30 jours pour payer une villa où je n'avais pas le droit de dormir. Mon doigt a plané au-dessus du bouton « Annuler ». Mon cœur ne battait pas la chamade. Mes mains ne tremblaient pas. Je ressentais une étrange et froide lucidité. Ce n'était pas une vengeance. C'était une décision d'affaires. Le contrat avait été rompu. J'ai tapé sur l'écran. Une petite fenêtre est apparue, demandant si j'étais sûre de vouloir annuler ce paiement récurrent. J'ai chuchoté oui dans le silence de la voiture et j'ai validé. Le statut est passé de fois en attente à annuler, juste comme ça. Le flux de trésorerie s'est arrêté. Le robinet était coupé. J'ai démarré le moteur et j'ai reculé hors de l'allée, laissant la lueur chaude de la villa dans mon rétroviseur. Je ne suis pas rentrée à mon appartement en ville.
Je ne supportais pas l'idée d'être seule dans une pièce silencieuse. Au lieu de cela, j'ai conduit 40 minutes vers le nord, loin des quartiers huppés et des pelouses manucurées, là où l'éclairage public se raréfie et où les routes deviennent plus mauvaises. Je me suis garée devant une petite maison en bois mal isolée qui penchait légèrement sur la gauche. La peinture s'écaillait et le porche s'affaissait. Mais il y avait de la lumière à la fenêtre de la cuisine. C'est là que vivait ma grand-mère. Hélène. C'était le seul endroit au monde où je n'avais pas besoin de payer pour entrer. J'ai frappé à la porte en bois usé. Et un instant plus tard, grand-mère Hélène a ouvert. Elle paraissait toute petite, dans sa chemise de nuit en flanelle. Ses cheveux gris détachés sur ses épaules. Mais ses yeux étaient vifs. Elle a jeté un seul regard à mon visage et m'a tiré à l'intérieur sans un mot. La maison sentait le vieux bois, la lavande et la terre humide. Il faisait froid. Elle gardait le chauffage bas pour économiser. Mais ça semblait réel. D'une façon que la villa ne l'avait jamais été. Elle m'a fait asseoir à sa table de cuisine marquée par le temps et a mis une bouilloire sur le feu. Ils l'ont finalement fait. N'est-ce pas? La voix rauque mais ferme. J'ai hoché la tête. Incapable de parler. Le silence dans la cuisine n'était pas vide. Il était lourd de non-dits. « J'ai quelque chose pour toi », a-t-elle dit en disparaissant dans sa chambre. J'ai entendu le bruit de quelque chose de lourd qu'on traînait sur le sol. Elle est revenue, portant une boîte en fer cabossée et rouillée. Elle l'a posée sur la table avec un bruit sourd. Ton beau-père. Gérard. Qui se croit malin. Il pense que parce que je suis vieille, je ne remarque rien. Il a laissé ça ici il y a 3 ans, quand il stockait des affaires dans mon grenier pendant les travaux. Il l'a oublié. Mais pas moi. Elle a poussé la boîte vers moi. Le couvercle n'était pas verrouillé. Je l'ai soulevé. Les charnières ont gémi en signe de protestation. À l'intérieur, pas de vieilles photos, ni de souvenirs sentimentaux. C'était rempli de reçus, de relevés bancaires et d'un épais carnet noir. J'ai ouvert le carnet. C'était un grand livre de comptes. L'écriture de Gérard était soignée, méticuleuse. Les colonnes étaient intitulées fois source, fois et fois affectation. J'ai commencé à lire et mon souffle s'est coupé. 1 janvier. Source. Juliette. 500 €. Affectation. Garde-robe printemps de Chloé. 1 février. Source. Juliette. 500 €. Affectation. Apport Fiat de Chloé. Et mars. Source. Juliette. 500 €. Affectation. Soins spa de Sophie. Page après page. Année après année. 10 ans de ma vie. Quantifiés et redistribués. J'ai vu l'entrée pour l'opération chirurgicale d'urgence, dont maman prétendait avoir besoin il y a 4 ans. 4 000 € pour lesquels j'avais vidé mes économies. Dans le livre de comptes, c'était listé comme fois voyage en Europe de Chloé. J'ai vu l'argent de la réparation du toit listé comme fois cotisation au club de golf. Chaque euro que j'avais envoyé, 200 € au total, était comptabilisé. Et pas un centime n'était allé là où il l'avait prétendu. J'ai ressenti une vague de nausée si forte que j'ai dû agripper le bord de la table. Ce n'était pas juste du vol. C'était la nature spécifique, ciblée de la chose. Ils n'avaient pas seulement volé mon argent. Ils avaient volé mon travail, mon temps, ma force vitale, et l'avaient utilisé pour bâtir un hôtel à la gloire de ma sœur. Pourquoi? Ai-je chuchoté, mon doigt traçant une entrée qui disait « Prime de Juliette supérieure à la compte traiteur fiançailles Chloé. » Pourquoi ont-ils fait ça? Grand-mère Hélène s'est assise en face de moi et a couvert ma main de la sienne. Sa peau était fine comme du papier. Mais sa poigne était de fer, parce que tu leur as rendu la tâche facile. Mon enfant, et parce qu'ils te détestent pour ça. Me détestent? Je les ai sauvés. J'ai payé leurs factures. C'est exactement ça. A-t-elle dit, chaque fois que tu envoyais un chèque, tu leur rappelais qu'ils avaient besoin de toi. Tu étais la capable, la forte, et Chloé. Chloé est leur chef-d'œuvre. Elle est belle, elle est charmante, elle est tout ce que ta mère aurait voulu être. Mais au fond, elle est inutile. Ils savent qu'elle ne peut pas survivre seule. Alors ils t'ont cannibalisée pour la nourrir. Ils ont pris ta force pour étayer son image. Tu n'achetais pas leur amour. Juliette,
Tu payais une taxe pour être celle qui n'avait pas besoin d'eux. Elle marqua une pause. Ils te haïssent parce que tu es le miroir qui leur renvoie leur propre avidité. J'ai regardé le livre de compte. Le paradoxe du donateur. J'avais pensé que ma générosité me rendrait précieuse à leurs yeux. Au lieu de cela, elle avait fait de moi une cible. Ma compétence était une insulte à leur incompétence. Mon travail acharné était un réquisitoire contre leur paresse. Ils ne m'aimaient pas parce que je donnais. Ils me méprisaient d'avoir assez pour donner. Et ils se sentaient le droit de me le prendre pour remettre les compteurs à zéro. J'ai refermé le carnet. La couverture semblait froide sous ma main. La tristesse avait disparu, remplacée par un nœud froid et dur de fureur. Ce n'était pas une famille. C'était un organisme parasitaire. Et j'avais été l'hôte. Je peux garder ça? Ai-je demandé. C'est à toi, a dit grand-mère. Ça l'a toujours été. Le 1er du mois est arrivé avec la précision d'un coup près. D'habitude. Vers 9 heures du matin, mon téléphone gazouillait avec un SMS générique de ma mère. Un emoji pozzolava. Son raccourci pour paiement reçu. Aujourd'hui, 9 heures est passé dans le silence. J'étais dans l'arrière-bureau du restaurant que je gérais, en train de revoir l'inventaire de la semaine. Quand le premier appel est arrivé à 9h15, j'ai laissé la messagerie répondre. Aitingba mui. Les SMS ont commencé. Ils débutaient par une vague inquiétude. Juliette. Chérie. Tu as changé de banque? Le virement n'est pas passé. Puis, ils ont viré à la panique. J'ai la traite de la voiture qui tombe aujourd'hui. Appelle-moi avant 10 heures. Le masque était tombé complètement. Tu es incroyablement égoïste. Ne m'ignore pas. Tu es en train de voler ta famille. Voler. C'était un comble. Je suis restée assise là, buvant mon café, regardant les notifications s'empiler sur mon écran comme un monument numérique à son sentiment que tout lui est dû. Je n'ai pas ressenti l'envie de la rappeler. Je n'ai pas ressenti la vieille panique qui s'installait habituellement dès que je lui déplaisais. J'ai juste ressenti un froid détachement. Puis une notification Instagram a surgi. C'était ma sœur. Chloé. J'ai ouvert l'application. Il y avait une photo d'elle posant devant un SUV de luxe blanc nacré flambant neuf, avec un énorme nœud rouge sur le capot. Elle rayonnait. Ses cheveux parfaits captaient la lumière du soleil. La légende disait « Tellement, tellement béni. Nouvelle année. Et nouveau carrosse. Dieu est grand. » J'ai fixé l'image. Dieu n'avait pas acheté cette voiture. C'était moi. Cet apport. C'était mes heures supplémentaires. Ses mensualités. C'était mes vacances annulées. Et pourtant, elle était là, absorbant les likes et les commentaires, la traitant d'ange. De reine. De success story. C'était toute la cruauté des éloges dans notre famille. Chloé était louée simplement pour exister dans la lumière que je finançais. Elle était bénie parce qu'elle recevait, alors que j'étais ignorée parce que je donnais. Elle récoltait la gloire du résultat. Pendant que je portais le fardeau du processus, sa vie bénie n'était rien de plus qu'un filtre posé sur mon labeur. Voir cette photo ne m'a pas rendue triste. Ça a solidifié ma résolution. Il ne voulait pas juste mon argent. Il voulait mon effacement. Il voulait consumer ma vie pour alimenter leurs fantasmes. Et il voulait que je reste en coulisses, pendant qu'il saluait le public. J'ai fermé l'application et j'ai pris la boîte en fer que j'avais ramenée de chez grand-mère Hélène. J'ai quitté le travail plus tôt et j'ai conduit directement au cabinet d'une avocate que j'avais engagée ce matin-là. Elle s'appelait Maître Valérie. Et elle était spécialisée en expertise comptable judiciaire et en abus de faiblesse sur les personnes âgées.